Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Le Bureau national de la JPC, entendu par là la jeunesse pour le Christ de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, était à Port-Gentil ce 14 septembre pour l'installation de l'intendance régionale de cet organe juvénile. Le compte rendu dans cet élément de notre rédaction. Le samedi 14 septembre 2019 a été une date mémorable pour les fidèles de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Cette congrégation religieuse a connu un réaménagement structurel au sein de la JPC, entendu par là Jeunesse pour Christ. En effet, le bureau national de cet organe a procédé à l'installation du bureau régional à l'église locale de Balise 2 pour un mandat de 3 ans. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je t'installe aujourd'hui sur ta chaise d'intendant régional au Gué-Maritime. Après avoir rappelé aux fidèles les missions que s'est assigné cet organe, le bureau sortant, par la voix de son président, a présenté son bilan. Comme nous le recommande notre règlement intérieur, des conférences ordinaires des responsables ont été organisées à chaque début de l'année nationale. L'objectif visé étant celui, non seulement de présenter le rapport d'activité de l'année écoulée, après ce travail abattu par les différentes coordinations, mais également proposer des projets et des activités de l'année synodale. Par la grâce de Dieu, les activités programmées par l'intendance régionale ont pu être réalisées dans leur ensemble. À peine installé, le bureau entrant ambitionne poursuivre l'œuvre de son prédécesseur tout en apportant des innovations. Pour ce nouveau mandat, nous voulons axer notre travail sur 2 piliers qui vont dans le sens de la continuité de nos prédécesseurs. Ces 2 piliers reposent sur le règlement intérieur à son article 4, alinéa 1, former et édifier les jeunes afin d'être des reflets authentiques de Jésus-Christ. Alinéa 2, éduquer la jeunesse afin de favoriser leur épanouissement et leur insertion dans la société. Et face aux nombreux défis à relever, il est important pour les leaders de cette confrérie de confier au Tout-Puissant le projet noble du bureau entrant. Une onction nouvelle vient d'être déversée. De nouvelles batailles et de nouvelles victoires ont commencé. Notre Dieu et notre Père, nous voulons bénir ces instants. Nous voulons te dire, Seigneur, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été fait ici ce soir va demeurer. Au nom de Jésus. Envoyé à l'exercice de sa fonction, le nouveau bureau devra se doter de moyens conséquents pour atteindre ses objectifs. La revitalisation du Conseil national de la jeunesse était au menu des échanges lors de la rencontre qui a réuni le ministre de la Culture et des Sports, Franck Guéma, l'ancien président du CNJ, on dit Roland Diengi, mais aussi les membres du bureau directoire intérimaire. Les précisions avec Tanguy Owana. Le ministre de la Culture et des Sports en charge de la jeunesse et la vie associative, Franck Guéma, a reçu hier tour à tour à son cabinet l'ancien président du Conseil national de la jeunesse du Gabon et les membres du bureau directoire intérimaire. Les échanges ont porté essentiellement sur la revitalisation et la normalisation du Conseil national de la jeunesse du Gabon, une institution dont la vocation est d'accompagner le gouvernement dans la conception et la mise en place des politiques de la jeunesse au Gabon. Nous avons échangé avec le ministre pour voir quelle est la meilleure manière pour rendre le Conseil national de la jeunesse en tant qu'institution, comment faire en sorte que le Conseil national de la jeunesse puisse avoir les moyens de son fonctionnement, comment faire en sorte que le Conseil national de la jeunesse puisse être représentatif, autonome et puisse reprendre sa place dans le concert des nations. À mon époque, je n'ai pas eu ces problèmes. C'est vrai qu'il y avait des difficultés, mais les difficultés n'étaient pas liées au siège qui était payé en permanence. Là, je pense que nous avons également réfléchi sur la meilleure façon de faire en sorte que le siège puisse être redonné au Conseil national de la jeunesse. Si ce n'est pas possible d'utiliser ces sièges-là, nous pensons qu'il y a des locaux que le ministère en a et ces locaux peuvent servir également de sièges provisoires. Naturellement, le ministre nous a donné des orientations et il nous a surtout montré
sa disponibilité totale à travailler pour la jeunesse, à faire en sorte que le Conseil national de la jeunesse soit véritablement revitalisé et que la jeunesse gabonaise soit au premier plan de tout ce qui sera fait en fonction de la politique nationale de la jeunesse. Nous avons évoqué toutes les questions qui concernent la revitalisation du Conseil national de la jeunesse et le ministre s'est montré totalement disponible à nous accompagner dans cette nouvelle vision de la jeunesse gabonaise. Pour le patron de la jeunesse, Franck Nguema, ces audiences et consultations s'inscrivent conformément aux instructions des plus hautes autorités dans une démarche visant à donner corps et âme au septennat de la jeunesse qui représente 70% de la population du pays. Le syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'électricité était en négociation avec leur direction suite à leur mouvement de grève. De quoi était-il question au cours de cette rencontre? Écoutons à ce propos René Bengue Mala, le porte-parole du CNTE, au micro de Tanguy Owana. Alors nous avons une assemblée générale extraordinaire ce matin avec l'ensemble du personnel relatif à la suspension de notre mot de grève. Nous étions en grève en juin 2019 et donc ce matin nous devions discuter sur les 4 points en suspens avec l'ensemble du personnel. Alors nous avions d'abord le paiement de la prime de résultat sur l'exercice 2018. Nous avons également la publication des résultats de l'exercice 2018. Nous avons aussi l'audit des comptes de l'exercice 2018 et nous avons la régularisation de la situation de nos retraités à la CNSS. Jusqu'à ce jour, on va dire, c'est ce matin seulement que nous avons eu une convocation officielle de la part de la direction générale pour pouvoir en discuter. Mais il faut dire que nous avons déposé une correspondance officielle à la direction générale depuis le 30 août 2019. Ce n'est que ce matin que la direction générale nous a convoqués aux négociations. Comparer les deux gestions, il faut dire que la première gestion a été sur 20 ans. Nous avons une gestion sur 1 an et demi. Il y a quand même eu des améliorations. Beaucoup reste à faire. 1 an et demi, ce n'est pas comparable avec 20 ans. Mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, ce surtout qui nous pousse à pouvoir mener ce mouvement de grève, c'est que nous avons quand même quelques sources d'inquiétude. Si je prends le cas exprès seulement des résultats de l'exercice 2018 qui ne sont pas connus jusqu'aujourd'hui, c'est une réelle préoccupation pour le personnel et les actionnaires de l'entreprise. Alors s'il n'y a pas de solution évidente, c'est aussi évident que nous allons rentrer en grève, nous allons durcir le ton, ce n'est pas négociable. C'est pour ça justement, c'est la loi qui me l'autorise. Si nous ne tombons pas d'accord, c'est clair que nous allons rentrer en grève. Allons-y à l'international à présent, dans le cadre des consultations entre les acteurs politiques et les organisations de la société civile au sujet de la révision de la Constitution. Le Premier ministre guinéen a rencontré les membres de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition ont boycotté cette rencontre qu'ils qualifient de superflue, visant à permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Reportage. En Guinée, les consultations sur l'adoption d'une nouvelle constitution initiée par le président de la République ont débuté. Jusqu'au 25 septembre, date fixée pour la fin des consultations, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana prévoit rencontrer une quarantaine d'institutions, d'associations, de syndicats. Déjà, la liste des organismes ciblés par l'exécutif ne fait pas l'unanimité. L'Assemblée nationale a été la première étape. Le président de la République est autorisé dans cette constitution à organiser un référendum pour consulter le peuple sur le contenu à donner à la Constitution. La Constitution, qui a été adoptée en 2010, a fait son temps. À l'Assemblée nationale, les principaux leaders de l'opposition n'ont pas participé à la rencontre avec le Premier ministre. Pour eux, ces consultations ne sont qu'un prétexte pour permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels. Le FNDC l'a dit clairement dans la déclaration. Pour nous, il n'y a pas de débat. On ne peut pas ouvrir des consultations pour demander au peuple s'il veut un coup d'État constitutionnel ou pas. Donc, il n'y a pas de légalité, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas non plus d'urgence à cela. Alors, nous maintenons cette position. Nous ne rencontrons pas le Premier ministre parce qu'il n'y a pas d'objet de débat. D'autant plus que le front lui-même est illégal. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui regroupe la grande majorité de l'opposition et de la société civile, a tenu une conférence de presse pour réaffirmer leur désaccord face à une éventuelle révision de la Constitution. Après la haute autorité de la communication et le Conseil économique et social, la prochaine étape sera consacrée aux partis politiques, aux ONG ainsi qu'aux syndicats.
Première productrice de noix de cajou avec plus de 800 000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire ambitionne transformer la moitié de sa production d'ici 2022. Objectif, accroître ses revenus et offrir de l'emploi à des jeunes. Pour y parvenir, le gouvernement a signé 4 accords avec des entreprises de transformation. On fait le point dans cet élément. La Côte d'Ivoire veut transformer 60% à l'horizon 2022 de sa production de noix de cajou. L'industrialisation de la filière est estimée en 2019 à 9%. D'où à septembre 2019, ce sont 12 entreprises industrielles de transformation d'anacarde qui ont bénéficié d'agréments pour combler ce gap de 51% d'ici 3 ans. Cette filière, si elle est bien organisée, si elle est mieux organisée, et que nous arrivons à transformer ne serait-ce que 50% de nos productions au plan national, vous allez voir qu'il y aura il y aura en tout cas un gap énorme. Vous voyez, il y aura une plus-value énorme. Avec 711 236 tonnes, la filière a rapporté 509 milliards de francs CFA au pays en 2017 et en 2018 a engrangé 404 milliards de francs CFA avec 761 331 tonnes. Mais la mévente, la défectuosité des prix et bien d'autres défis ont émaillé la campagne 2019 qui a connu une grave crise. Nous sommes dans une cartélisation, dans une mafia. Il y a un véritable conflit d'intérêts. Parce que ceux qui sont les décideurs politiques sont subtilement dans la filière. C'est eux qui légifèrent, donc ils légifèrent de manière personnalisée, c'est-à-dire au gré de leurs intérêts. Et puis ils font des fixations aussi défectueuses. Et donc ça désorganise toute la filière. En rappel, la Côte d'Ivoire exporte chaque année plus de 6 000 tonnes de noix brutes de cajou. Et pourtant, une trentaine d'unités industrielles sont actuellement implantées dans le pays. 5 823, c'est le nombre de comptes bancaires fictifs bloqués par la République démocratique du Congo suite à une opération de contrôle budgétaire. Ces comptes censés appartenir à des fonctionnaires de l'État étaient alimentés en argent sans être utilisés. Pour l'État, l'éradication de cette fraude devrait permettre d'économiser plus de 6 millions de dollars par an. En République démocratique du Congo, 5 823 comptes bancaires fictifs ont été bloqués par l'État suite à une opération de contrôle budgétaire. Sur ces comptes étaient versés des salaires qui n'ont pas été retirés pendant plusieurs mois. L'éradication de cette fraude de détournement d'argent public devrait permettre d'économiser plus de 6 millions de dollars par an selon les autorités congolaises. La République démocratique du Congo perd chaque année 15 milliards de dollars du fait de la corruption. Et ces 15 milliards sont le fait des acteurs politiques qui sont engagés dans plusieurs réseaux mafieux de détournement de fonds publics. Mais malheureusement, en son temps, la lutte contre la corruption ne faisait pas partie du programme du gouvernement Kabila. Du coup, tous ceux qui étaient accusés d'avoir détourné le fonds n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires. Depuis plusieurs semaines, une affaire dite de 15 millions de dollars, présumée disparue des comptes du Trésor, défraie la chronique en RDC et éclabousse la présidence congolaise. L'Agence nationale des renseignements, en effet, avait demandé un audit de tout l'argent dépensé par les différents ministères depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi en janvier 2019. Il y a là une attente très grande de la part de toute la société congolaise sur la lutte contre la corruption qui apparaît comme étant un axe majeur du programme de gouvernance du président Félix Tshisekedi. En 2015, au moins 11,7 millions de dollars ont été détournés en un trimestre dans la seule ville de Kinshasa et dans 3 secteurs de la fonction publique. Près de 2 milliards de dollars d'économies ont été réalisés par le pays grâce à des opérations de contrôle budgétaire. Nous voilà arrivés au terme de cette principale édition d'information. Merci d'être restés les nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.